je suis Gwenaël Duclos, le fondateur et le gérant de la société Wipsy. Donc nous, en fait, on utilise l'intelligence artificielle pour retrouver la faune sauvage sur des photos ou des vidéos qu'on prend en fait, soit dans des parcs naturels terrestres, soit dans des parcs naturels marins. Et donc, par exemple, pour l'Office français de la biodiversité, on met des caméras à très haute résolution dans des avions ou dans des drones. Et en fait, on parcourt tout un ensemble de trajectoires qui nous permettent d'échantillonner, par exemple, un parc marin. Et ça va générer des dizaines de milliers de photos qui elles-mêmes font couvrent plusieurs hectares. Et en fait, le challenge après, c'est de retrouver ces animaux dans ces photos et de ne pas y passer trop de temps parce qu'en fait, quand moi j'ai eu l'idée de monter cette société, je m'étais rendu compte que beaucoup de biologistes marins se mettaient à accumuler ce genre de données et passaient des heures et des heures à analyser ces photos et même se commençaient à se plaindre du fait qu'ils avaient plus assez de temps, voire d'argent pour aller jusqu'à publier les résultats qu'ils pouvaient extraire des photos qu'ils prenaient. Et donc, on a mis en place ces solutions avec l'Office français de la biodiversité. Et aujourd'hui, on est capable de recenser toute la mégafaune marine, donc les oiseaux marins, les mammifères marins, les grands poissons, les activités humaines, par exemple, de déterminer où sont les bouées de pêche, les bateaux de pêche, sur des surfaces énormes comme la future extension du parc marin d'Iroise qui couvre tout le sud du Finistère. Et de plus en plus, en fait, on nous demande aussi d'appliquer cette solution pour déterminer où mettre les éoliennes dans les parcs pour les futurs parcs éoliens. Parce que là, il y a des enjeux de savoir, d'appliquer ce qu'on appelle la méthodologie de éviter, réduire, compenser. Donc la première chose que demande l'OFB à ces projets, c'est de faire en sorte d'avoir des données pour éviter au maximum les impacts. Et donc pour ça, il faut savoir où sont les animaux, qu'est-ce qu'ils y font, etc. Voilà. Bonjour à tous, merci Gwenaël. Alors de mon côté, je suis en charge avec une petite équipe de The Climate Company. Et donc en quelques mots, qu'est-ce que l'on fait dans l'économie du climat? Comme vous le savez, hein, il y a deux grands sujets dans l'économie du climat: l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et puis l'adaptation. Donc The Climate Company travaille sur l'adaptation et nous, plus particulièrement, en fait, nous développons des algorithmes qui permettent, en récupérant toutes les données satellitaires existantes, toutes les données qui observent le climat à l'échelle planétaire, de transformer ces données en des données utilisables à micro-échelle urbaine. En fait, notre métier est de contribuer à l'adaptation des villes au changement climatique. Et pour adapter les villes au changement climatique, il faut arriver à comprendre les risques climatiques au cœur des villes. Et donc, on a développé des solutions totalement innovantes qui permettent par tout un tas de méthodes à la fois liées à la science du climat et liées à l'intelligence artificielle à réduire en fait l'échelle d'observation satellitaire pour comprendre précisément les risques climatiques à micro-échelle urbaine, c'est-à-dire à l'échelle d'un quartier, d'une section cadastrale, d'un immeuble, voilà, et de projeter cela sur 20 ans, donc d'avoir la capacité de pouvoir identifier tous les risques climatiques, les inondations, les îlots de chaleur, la sécheresse des sols, la pollution, etc., à l'intérieur des villes à micro-échelle urbaine. Parce qu'il faut qu'on ait conscience d'une chose, c'est que pour adapter les villes au changement climatique, il faut comprendre de quels risques nous parlons à l'intérieur des villes. Parce que je suppose que vous l'avez tous constaté, quand on souffre de la chaleur au cœur d'une ville, on ne souffre pas de la chaleur de la même manière à tel ou tel endroit. Et le risque d'inondation, le risque de sécheresse des sols, par exemple, la situation est identique partout. Bon. Et donc, nous, on travaille sur l'anticipation du risque climatique sur 20 ans à micro-échelle urbaine. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font dans un événement lié au biomimétisme
quelle est notre relation avec la nature. En fait, notre relation avec la nature est liée au fait que par rapport à l'ensemble des risques sur lesquels nous travaillons, que nous anticipons pour toutes les villes du monde, il y a un risque particulier, ou au moins deux risques, l'îlot de chaleur, la chaleur et le ruissellement urbain, qui peuvent être largement atténués grâce à la nature et notamment grâce à la végétalisation, grâce à l'implantation d'arbres, etc. Or, et vous l'avez certainement tous constaté, aujourd'hui, quand toutes les villes décident de planter des arbres, parce que c'est une très très bonne solution, que l'arbre est une technologie fabuleuse pour pouvoir créer des îlots de fraîcheur, pour pouvoir limiter le ruissellement urbain, par exemple, la difficulté, mais où plante-t-on des arbres? Et aujourd'hui, des décisions sont prises de manière un peu hâtive dans de nombreuses villes sur OK, il faut planter des arbres, il faut végétaliser, etc. Et la difficulté, c'est où plante-t-on des arbres, de quelle essence parle-t-on pour pouvoir lutter efficacement contre la chaleur, etc. Et donc nous, grâce à nos méthodes algorithmiques et à notre capacité à identifier au cœur de chaque ville du monde l'îlot de chaleur de manière extrêmement précise, on va pouvoir cartographier complètement le risque, pouvoir identifier où il faut végétaliser de manière très précise, et puis à partir de là, rajouter toutes les couches d'informations, toute la data qui permet de dire, OK, au-delà du fait qu'il faut végétaliser à tel ou tel endroit pour réduire, limiter les îlots de chaleur, de pouvoir rajouter les couches d'informations qui sont, oui, mais là, on ne va pas pouvoir planter d'arbres parce qu'il y a des réseaux électriques souterrains, là, on ne va pas planter d'arbres parce que c'est trop lourd, il y a des parkings, etc. Enfin, des événements qui sont vécus aujourd'hui par toutes les villes qui veulent planter des arbres pour faire face au changement climatique et qui ne prennent pas en compte toutes ces informations ou qui ont des difficultés à les prendre en compte. Donc voilà, The Climate Company, au-delà d'être un créateur d'indicateurs sur l'anticipation des risques climatiques, a créé notamment un produit en lien direct avec la nature qui s'appelle Urban Botanics et qui est un produit basé sur l'intelligence artificielle et autres, qui fait que automatiquement une ville peut cartographier tous les endroits où elle peut planter des arbres ou elle peut ne pas planter d'arbres, d'accord? Parce que comme c'est d'ailleurs présenté dans le cadre de Biomime Expo, il y a également des solutions pour remplacer les arbres, pour créer des zones d'ombrage, pour créer de la fraîcheur et autres. Et donc on peut également identifier les endroits au cœur de la ville où il n'est pas possible de planter d'arbres. Voilà en gros ce que l'on fait. Merci beaucoup. Alors comme pour la session précédente, vu qu'on n'est pas trop nombreux, je vous propose, s'il y a des questions, de les faire remonter. Donc je passerai, je vous donnerai le micro. En attendant que vous... Il y en a peut-être d'ores et déjà des questions sur ce qui vient d'être dit. Et sinon, je vais enchaîner. Je vais vous demander, donc vous avez, si j'ai bien compris, vous développez des solutions de mesure, de prédiction de ce qui se passe en termes de biodiversité, d'évolution climatique. Est-ce qu'avec ces outils d'intelligence artificielle, vous avez d'ores et déjà des bonnes nouvelles parce à nous partager, des success stories, des choses qui vous ont fait plaisir? Parce que je sais que l'intelligence artificielle, c'est plutôt vu de façon négative, consommation de carbone. Donc moi, je suis preneur oui, d'une bonne nouvelle avec ces outils, de ce qu'on peut faire de bien. Non, mais c'est vrai, voilà. Donc, mal à vous. Alors, au niveau des bonnes nouvelles, nous, en fait, par rapport, par exemple, la première chose qu'on a faite avec l'Agence des aires marines protégées, qui est devenue l'Office français de la biodiversité, c'était de cartographier les tortues marines à partir des premiers drones qui commençaient à devenir disponibles sur le marché grand public, on va dire, alors qu'avant, en fait, ces drones étaient plutôt utilisés par l'armée. Et l'idée de base, c'était que de plus en plus de touristes venaient faire des selfies avec les tortues et les dérangeaient pendant qu'elles étaient en train de se nourrir sur l'herbier. Et en fait, ils étaient en train de, en faisant des recensements par bateau et 1 à 2 fois par an, ils étaient en train de se rendre compte que la population était en train de décroître. Et l'idée, c'était de mettre en place une mesure de gestion qui était d'interdire la baignade au niveau de l'herbier pour empêcher les gens d'aller déranger les tortues quand elles sont en train de se nourrir. Et pour être sûr de savoir si ça fonctionnait, ils voulaient justement faire un suivi mensuel, mais ils n'avaient pas les moyens d'envoyer le bateau tous les mois en mer, ça coûtait trop cher.
Et donc, ils avaient l'idée d'envoyer un drone. Et là, il y avait tout un enjeu de est-ce qu'on est capable de gérer toutes les images que va fournir ce drone et pour fabriquer des cartes tous les mois et justement voir l'impact positif de cette mesure de gestion et savoir si finalement la population de tortues va revenir à un état correct, on va dire. Et en fait, on a réussi avec cette solution à voir ça, c'est-à-dire que l'outil a vraiment servi à voir la courbe faire un U comme ça et remonter au niveau de la population des tortues marines. Et donc ça, c'est vraiment pour nous ce qui était le plus intéressant. Donc maintenant, on voit presque tous nos projets de cette façon-là, c'est-à-dire même si on arrive à un moment où en fait on voit que les populations qu'on veut surveiller ou protéger sont en déclin, l'idée c'est d'accompagner des mesures de gestion qui ont été mises en place, par exemple l'agroécologie pour tout ce qui est lié à l'agriculture. Et de voir par exemple que quand on met des systèmes d'agroécologie, on voit les oiseaux revenir parce que on a mis en place des systèmes qui, par exemple, des pièges photos sur lesquels on va utiliser notre IA pour automatiser la possibilité de traiter toutes ces photos. Et en fait, on va avec cet outil voir que les oiseaux sont en train de revenir parce qu'on a réinstallé des haies ou planté des fleurs à certains endroits où on avait tout enlevé. Voilà, typiquement, nous, c'est vraiment ce qui nous motive, c'est d'avoir ce genre de bénéfices à la fin, une fois qu'on a accompagné les personnes avec qui on travaille. Dans les bonnes nouvelles, en tout cas dans la volonté d'avoir de l'impact à travers notre travail, la première chose, c'est qu'en étant très très précis sur le risque climatique, sur la manière dont la science, les technologies donnent des indications sur le risque climatique au cœur des villes, à travers notre outil, ce qui est une vraie nouvelle, enfin un vrai plaisir, c'est d'avoir réussi à convaincre des collectivités, d'avoir convaincu des maires, de travailler sur des plans d'adaptation au changement climatique très précis, de les avoir engagés dans une réflexion plus profonde, si on prend juste en France, sur le plan national d'adaptation au changement climatique, de pouvoir y contribuer de manière très concrète, très opérationnelle. Donc, de faire basculer en fait des décisions ou des hésitations sur des choix à mettre en œuvre le plus rapidement possible pour faire face aux risques climatiques grâce à des données très précises, projetées, fiabilisées. Voilà, bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, dans le secteur privé, là c'est encore plus flagrant d'une certaine manière. On travaille pour des grandes banques qui sont notamment donc des gestionnaires d'actifs immobiliers, donc des grands acteurs financiers qui détiennent des milliers d'immeubles dans le monde et qui ont donc une responsabilité majeure dans l'évolution du risque climatique à l'échelle urbaine, puisque c'est eux qui mettent l'argent pour entretenir les immeubles, pour en construire de nouveaux, pour les gérer, les exploiter. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la modélisation du risque climatique de manière précise, ces grands acteurs de l'immobilier ont un outil fiabilisé pour prendre des décisions et pour d'ailleurs les obliger à prendre des décisions, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le cadre de directives européennes, internationales, et notamment par exemple dans le cadre de la taxonomie européenne, voilà, il y a un pilier qui est le pilier 2 de la taxonomie qui oblige les acteurs privés à travailler sur l'adaptation et à travailler donc sur le fait de faire un effort d'adaptation de leurs activités au changement climatique. Et notre outil et notre société qui est habilitante pour la taxonomie européenne pousse ces acteurs-là de manière concrète à faire des choix qui vont bien. Et puis la dernière chose, parce que je suis trop long, il
voilà, on travaille dans le cadre de projets de l'ADEME sur le plan et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur le plan international. Et une petite satisfaction très concrète, on aide les Antilles à faire en sorte qu'elles développent des écoquartiers, donc les Antilles françaises, qu'elles développent des écoquartiers pour faire face au changement climatique. Bon. Et, il y a une équipe dans une petite ville de Guadeloupe qui se battait depuis 3 ans pour simplement avoir les fonds leur permettant de végétaliser la place du marché. Voilà. Parce qu'il y avait trop de chaleur, parce qu'il y avait des risques d'inondation, parce que pendant les cyclones et autres, la place du marché était recouverte d'eau, etc. Et en fait, on a développé un outil avec eux, à partir de nos solutions, pour démontrer tous les risques qu'il y avait à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'écoquartier, à l'échelle de la place du marché. Et grâce à cela, parce que les informations étaient très précises, que le dossier était précis, ils ont reçu la subvention européenne, je crois que c'est lié au fonds vert ou quelque chose comme ça, leur permettant de végétaliser la place du marché. Bon, et ça, c'est ce qui nous rend le plus heureux. Nous, on est une petite équipe toulousaine de 15 personnes. C'est quand on réussit à donner un coup de main à des gens qui se battent depuis 3 ans pour essayer tout simplement de végétaliser la place du marché. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Toujours pas de questions dans la salle, ça va ? Du coup, je vais poser une question un peu personnelle. Vous êtes à la tête d'organisations qui font ce qu'on appellerait de la tech, donc de la data science, de l'informatique de très haut niveau. Et je me pose la question, comment on en arrive à faire de l'informatique de très haut niveau, mais à parler d'enjeux climatiques et de biodiversité, parce que c'est rarement des problématiques qui sont proches. En termes de parcours de vous, de vos équipes, comment ça se passe pour faire quelque chose d'aussi transverse ? Moi, ça s'est passé par l'intermédiaire de la plongée, c'est-à-dire que avant de monter WIPSI, j'étais ingénieur à Thomson pendant 15 ans. Je faisais des équipements qui vous envoient la télé par le satellite ou la DSL. Donc en gros, ça compresse la vidéo en temps réel. Et on en était rendu, quand j'ai quitté la société, à détecter les visages des terrains de foot pour éviter de compresser là où vous regardez. Et en parallèle, avec la plongée, en fait, je suivais des cours de biologie marine pour essayer de mettre un nom sur les espèces que je voyais pendant mes plongées. Et de plus en plus, en fait, à chaque fois, les cours finissaient par bon, bah voilà, on vous a présenté tout ça, mais ces espèces, elles sont en train de disparaître, et donc d'ici quelques temps, vous verrez plus rien. Et malheureusement, c'était un peu ce que j'observais en Méditerranée, notamment quand j'avais vu la différence entre plonger dans la réserve de Port-Cros et plonger en dehors en Méditerranée. Ça m'avait vraiment choqué. Et donc, en fait, j'en étais arrivé à passer mes vacances à aller aider les biologistes marins voilà, à faire leur métier. Donc, par exemple, j'ai aidé les gens à compter les cachalots au large de la Corse. Et au moment où j'ai eu vraiment transité, j'étais à Madagascar. Et là, mon métier, c'était à la fois d'emmener des gens découvrir les baleines, mais aussi de prendre des photos de la queue de la baleine qui sert de photo-identification. Et donc le soir, toutes ces photos qu'on ramenait, la chercheuse avec qui on travaillait, elle passait sa soirée à comparer chaque photo qu'on avait prise avec un catalogue de 700 photos qu'elle avait qui représentaient toutes les baleines qu'elle avait déjà vues. Et un jour, je suis allé la voir, je lui ai dit, mais viens plutôt prendre un pot avec nous. Elle dit, non, non, mais j'ai encore bien trop de photos à analyser. Et en plus, on est en train d'accumuler des quantités phénoménales de photos que j'ai toujours pas analysées. Et en fait, je me rends compte qu'on est en train de dépenser de l'argent de l'association à partir en mer chercher de la donnée. Et en fait, on n'arrive pas à l'analyser. Et c'est là où j'ai commencé à lui demander comment ça se fait qu'elle n'avait pas de logiciel pour analyser ces photos automatiquement. Elle m'a répondu, ben, en fait, il y a bien des protos qui sortent des labos, mais j'en ai essayé 2 ou 3, mais à chaque fois, en fait, ça marchote. Et puis quand je commence à vouloir mettre plus d'images pour faire l'ensemble de ce que je veux faire, le truc marche plus. Et quand j'appelle le labo, ils me disent que le thésard est parti. Et donc, en fait, il n'y a pas de support. Donc, il faut que je m'arrange moi-même pour que ça marche. Mais en fait, ça marche pas, quoi. Je lui dis, mais attends, en fait, c'est exactement le métier que je fais à Thomson, moi. On prend les idées du labo, on les met dans les équipements et on fait des équipements qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour envoyer la télé. Donc en fait, moi, je peux peut-être faire ce genre de truc.
Et en discutant avec le président de l'association avant de partir, au bout d'un mois, il m'a donné le numéro de téléphone d'une personne qui travaillait dans un bureau d'études à Montpellier. Et cette personne m'a donné le numéro de téléphone du responsable de master en écologie à Montpellier, qui m'a dit qu'il allait me mettre directement sur la liste des étudiants pour l'année d'après. Et en fait, j'ai monté mon dossier de reconversion comme ça. Et 2 ans plus tard, j'étais en train de monter ma boîte. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai passé 25 ans à travailler dans le domaine des satellites, pas du tout dans le domaine du climat particulièrement, mais à valoriser dans le monde entier les technologies satellitaires. Je travaillais en fait pour le compte de groupements industriels qui fabriquent des satellites à Toulouse. Et voilà, et comme j'y ai passé beaucoup de temps, j'avais une connaissance très élargie mondialement de tous les satellites existants, de toutes les applications, de comment fonctionnaient tous les satellites qu'on pouvait utiliser pour faire des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la Terre par satellite, enfin les 3 grands secteurs du secteur spatial. Et puis un jour, j'étais dans une conférence à New York, à l'université de Columbia. C'était en 2013, quelque chose comme ça. Et puis, il y a un professeur qui vient me voir, qui est en fait le cofondateur de The Climate Company avec moi aujourd'hui et qui est le directeur scientifique de notre entreprise. Et il est venu me voir en 2013 pour me dire oui, mais alors, je comprends que vous êtes un peu un bon connaisseur de satellites, etc. Moi, je suis climatologue et je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que j'ai identifié qu'un des risques majeurs liés au changement climatique, c'est le rôle des villes. 3% de la surface du globe, 70% des émissions de gaz à effet de serre, etc. Il me dit, vous devriez vous intéresser à ce sujet-là. Et vous devriez essayer de nous aider, Monsieur Husson, à faire en sorte qu'on puisse utiliser les données satellitaires pour comprendre le risque climatique à l'échelle des villes. Il m'a en gros synthétisé la situation de cette manière-là. Voilà. Et puis, on a eu plusieurs échanges. Lui, c'est un climatologue, conseiller à l'ONU, au CNES, etc., sur les risques liés au changement climatique. Et en 2015, on a décidé d'essayer de travailler ensemble sur le climat urbain. Voilà. Et on a présenté un projet, un poster, vous savez comme on dit, lors de la COP 21 au Grand Palais. Et on a eu un prix de la belle initiative, je ne sais plus comment ça s'appelait, la belle initiative scientifique sur le climat lors de la COP 21. Et c'est à partir de ce prix qu'on a décidé de créer une première entreprise qui allait essayer d'observer le climat ville par ville à partir des données satellitaires et comme les données satellitaires n'étaient pas assez précises, de rajouter des ballons captifs pour compléter et arriver à identifier tous les îlots de chaleur. Bon, on s'est cassé la figure, entre guillemets, sans que ça ait des conséquences importantes, mais parce que les ballons, c'était trop cher à installer, parce que mettre des infrastructures complexes alors qu'il faut étudier des milliers de villes dans le monde. Voilà, donc on a continué notre travail. On a étudié 1692 villes dans le monde, qui sont toutes les villes de plus de 300 000 habitants qui ont un réel risque climatique sur la planète. Et à partir de ces 1692 villes dans le monde, on a identifié qu'il y avait un enjeu absolument majeur. D'accord ? Si on veut transformer la planète, si on veut modifier tous les événements liés au changement climatique, il faut aider les villes à se transformer. Elles sont les principales responsables et en même temps les principales victimes parce qu'une grande partie de l'humanité vit en ville et que l'adaptation, on l'a fait pour l'humanité parce que pour tout le reste, là, quand on parle de la nature et autres, ils s'en sortiront très bien comme ils s'en sont toujours sortis. Nous, ça va être plus compliqué. Et puis, en travaillant là-dessus, on a défini des méthodes d'observation du climat urbain. On a ensuite réfléchi comment on allait déployer ces méthodes pour que ce soit totalement automatique, pour qu'on puisse travailler pour de très nombreuses villes et pour tous les acteurs qui font la ville de manière agile. Voilà, vous irez sur notre site web, on a créé une plateforme qui permet automatiquement d'anticiper le risque climatique pour 10, 100 000, 10 000, 100 000 points dans le monde sans que ce soit compliqué. Voilà, et donc j'en suis arrivé là, pas du tout grâce à moi, mais grâce au professeur Tour, qui est un type formidable.
S'il n'y a pas de questions, je ne sais pas si ma question sera trop générale ou pas, mais j'aurais aimé savoir si du point de vue satellitaire et de la donnée, comment se portent les milieux humides en France? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on continue à détruire beaucoup en surface ou qualitativement? Je ne sais pas si vous suivez selon la couleur, l'eutrophisation, ou je ne sais pas, mais j'aurais aimé savoir si vous aviez des visions, comment l'évolution des milieux humides en France, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'observation que l'on peut faire des villes dans le monde ou en France ou en Europe, etc. L'enjeu est de limiter au maximum la minéralisation des sols. Bon. L'évolution est quand même pour l'instant très peu positive si on regarde l'étalement urbain, si on regarde la manière dont les villes se déploient, dont elles s'organisent, etc. Donc nous, ce qu'on constate aujourd'hui, si on prend depuis 2015, la date où on a vraiment commencé à travailler, ce qui est très positif, c'est de constater que tous les acteurs qui font la ville ont maintenant conscience des enjeux. Donc ont conscience du rôle de la minéralisation, du rôle de ne pas construire n'importe comment, du rôle de ne pas étaler l'aménagement urbain n'importe comment, etc. etc. Bon, c'était pas vrai il y a 3 ans. Et il y a un changement, en fait, quand même, il y a un basculement depuis 2-3 ans, et qui fait que c'est pour cette raison que nous, par exemple, on a souffert pendant tout le début, parce que personne ne s'intéressait à ce qu'on voulait proposer. J'ai même rencontré plein de fonds d'investissement dont le titre principal est innovation, impact, etc., qui ne lisaient même pas notre documentation, qui voulaient qu'on passe à la page 18 pour lire le business plan et voir s'il y aurait un ROI dans 3 ans. Bon, voilà. Maintenant, ça a changé. Mais par contre, le constat sur la minéralisation, il est toujours négatif pour l'instant. Mais ça va changer. Et je suis désolé, on a 1 minute. Donc, est-ce que c'est une question qui est prenable en 1 minute? Ça dépend. On va essayer. Bonjour, je suis Fabrice Seng de Climate Tech Venture. Vous avez parlé de clients dans le secteur de l'industrie financière, notamment les banques. Est-ce que vous avez un autre regard sur les assureurs? Que pensent les assureurs de votre outil et quel serait leur retour? Alors, pour être très concret sur ce sujet, en fait, quand je travaillais dans le domaine des satellites, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans pour un groupe d'assurance, en fait, pour le 3e plus grand courtier d'assurance au monde qui s'appelle Aon, AON. Là, c'est sur un t-shirt des maillots de foot anglais, je crois. Et voilà, parce que les assureurs voulaient comprendre comment mieux utiliser notamment les données satellitaires et les technologies satellitaires pour leur industrie. Nous, aujourd'hui, The Climate Company, on a de nombreux clients qui sont des assureurs. Voilà, les assureurs sont parmi les organisations les plus compétentes sur le plan du climat, ou en tout cas celles qui ont pris des initiatives pour créer des groupes de travail sur ces sujets-là, compte tenu de l'impact sur leur modèle économique. Voilà. Et c'est souvent ça qui pousse finalement les acteurs à avancer plus vite. Et donc, ils se sont intéressés à nos modèles, à nos activités. Donc, on a plusieurs assureurs. On travaille avec Munich Re. On a comme client depuis longtemps CNP Assurance, par exemple. Enfin, voilà, pour utiliser nos données. Je rappelle que nos 2 intervenants ont des stands immanquables, l'un dans l'îlot sur les villes et l'autre à l'entrée de la Biomime Expo. Il me semble bien. Et je vous demande de remercier chaudement nos 2 intervenants.